Davantage qu'un rendez-vous culturel, le Festival de Pâques est une aventure. Elle a commencé en 2013, l'année de la capitale européenne de la culture, à Aix-en-Provence. Depuis, le festival a trouvé sa place, mieux, il en a inventé une à ses mesures, en se hissant, en quelques années seulement, au sommet des propositions dans le domaine de la musique classique. Malmené par la crise sanitaire, le Festival de Pâques innove. Son édition 2021 est en ligne, elle est gratuite, mais avec le même niveau d'exigence et un concert chaque soir, filmé et retransmis en direct jusqu'au 11 avril. Le violoniste Renaud Capuçon, directeur artistique mais aussi souvent sur les plateaux du festival, est celui qui en parle le mieux. Il nous accueille en coulisses au Grand Théâtre de Provence. Quand on commence le violon à 4 ans, déjà, on n'a pas d'idée vraiment préconçue de ce qu'est cet instrument. Moi, j'ai commencé avec une recommandation d'une professeure de solfège qui a dit à mes parents faites-lui faire du violon, il a une bonne oreille. Donc, je débute le violon avec, je pense, simplement cette appétence pour la musique et pour le fait de jouer avec d'autres, en fait. Presque plus que la musique, c'est le fait d'être avec d'autres musiciens, d'autres jeunes, d'autres enfants. Et puis, la musique me fait du bien tout de suite, ça, je m'en souviens. Le phénomène du violon comme un prolongement de moi, ça vient beaucoup plus tard parce que je pense que ça vient quand on a peut-être une conscience un peu plus évoluée de ce qu'on est, etc. Donc ça vient pas avant 9-10 ans, je pense, quand je décide vraiment d'en faire mon métier. Avant ça, c'est le bonheur de retrouver les copains au cours de violon, au cours d'ensemble. Et j'adorais le samedi parce que le samedi, on se retrouvait en groupe et on jouait à une quinzaine de violonistes ensemble. Il n'y avait pas d'autres instruments, c'était que des violons. Mais au moins, c'était harmonieux. C'était pas les cours qui étaient pas des cours particuliers, c'était des cours en binôme toujours, ce qui était très sympa. Donc déjà, il y a un côté ludique. Et je pense que mon amour de la musique de chambre et du partage de la musique est né vraiment de ça. Ça, j'en suis assez convaincu. Jouer du violon, c'est assez étrange parce que c'est à la fois son instrument avec lequel on s'exprime, avec lequel on va faire passer les émotions les plus denses qui sont possibles de faire passer par un être humain. Donc c'est un vecteur et en même temps ça fait complètement partie de nous. Donc c'est une relation un peu ambivalente. Moi j'ai un rapport très sain avec mon instrument, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir un très beau violon de 1737 de Guarnarius, qui s'appelle le Vicomte de Panette, qui a vécu avant moi, parce qu'il a été joué par de très grands violonistes, dont Isaac Stern pendant 50 ans. Donc il a vécu, il a joué, il a vibré. Je ne pense pas que Stern est présent dans le violon, enfin, c'est pas le sujet. Je pense que le violon se rappelle des vibrations. Quand je joue le concerto de Brahms ou de Beethoven, je sens que cet instrument a déjà, avant que moi je le joue, qu'il a résonné de ces mêmes harmonies des centaines et des centaines de fois. Donc il y a une mémoire de l'instrument, une mémoire du bois. Je pense qu'il y a quelque chose de très physique, même dans la façon du son, d'émaner d'un instrument. C'est ce qui le différencie d'un piano ou d'une clarinette, même si, bien sûr, que si on joue de la clarinette, l'instrument génère aussi le son, mais un violon, il y a quelque chose dans l'histoire, quand on réfléchit à l'idée que cet instrument a plusieurs siècles, qu'il est passé de main en main, il n'y a pas une seule fracture, donc ça veut dire qu'il n'a jamais été laissé tomber par terre, qu'il a été aimé, qu'il a été choyé. Donc ça raconte quand même beaucoup de choses. Après, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'instant où, par exemple, des jours où on se sent pas très bien, où on est tendu ou contrarié, l'instrument il réagit instantanément. C'est comme un pur sang qui sentirait son cavalier un tout petit peu nerveux, il va réagir immédiatement. Il faut apprivoiser son instrument et surtout finalement s'apprivoiser soi-même parce que c'est en étant dans une sorte de maîtrise de soi et aussi une façon de tout lâcher qu'on arrive à faire en sorte que l'instrument résonne le mieux possible. Et c'est la même chose en musique de chambre ou avec un orchestre ou un chef d'orchestre. S'il y a la moindre tension, alors s'il y a une tension extérieure, la tension elle est humaine, elle se transmet dans dans l'âme, dans le corps, et donc il y a une tension qui se répercute sur l'instrument et immédiatement l'instrument se ferme. Ça engendre beaucoup de choses, ça veut dire que c'est pour cette raison, moi, que je choisis vraiment des partenaires de musique de chambre et les chefs d'orchestre. J'ai la chance de pouvoir choisir. Mais à une époque où je ne choisissais pas, parce que j'étais pas en position de pouvoir choisir, il y a eu des situations où j'étais en tension sur l'instrument parce qu'il y avait des tensions humaines avec des gens que je n'avais pas forcément choisis ou qui ne se comportaient pas forcément bien avec moi ou que je ne comprenais pas. Et dans ces cas-là, ça a des conséquences immédiates sur la sonorité et donc sur la musique. Stradivarius et Guarnarius, j'ai eu la chance de jouer un Stradivarius pendant 5 ans, avant j'avais un Guadagnini. Ces instruments italiens sont des instruments d'exception. Après c'est une question d'affinité.
Vous avez des violonistes qui vont préférer jouer Stradivarius toute leur vie, d'autres qui préfèrent jouer Guarnerius, d'autres qui ont joué les deux. Et moi, j'aime jouer les deux. J'ai mon Guarnerius et il m'arrive parfois de jouer un Stradivarius qui est aussi magnifique. C'est vrai que Stradivarius, c'est peut-être, dans ma perception à moi, en tout cas, je trouve que c'est un peu plus féminin, un peu plus élégant, un peu plus raffiné. Guarnerius serait un peu plus, pour le coup, plus masculin, un peu plus large, plus sauvage. On peut comparer aussi à un Bourgogne ou un Bordeaux, si on aime le vin. On peut comparer à diverses choses ou à des matières. Par exemple, je trouve que dans une sonorité de Stradivarius. Alors après, tout dépend quel Guarnerius et quel Stradivarius aussi. Tout ça est très subtil. Mais en tout cas, en ce qui concerne mon violon de Del Gesù Guarnerius et un Strad que je pourrais comparer, je dirais que pour la sonorité de Guarnerius, j'ai l'impression qu'il y a une épaisseur de cachemire un peu plus épaisse. Voilà, c'est une écharpe qui serait un peu plus remplie de cachemire. Et pour ce qui est du Strad, ça serait une écharpe en soie. Voilà. C'est un peu l'image que j'ai dans la sensation, mais tout ça est une question de sensation et le ressenti d'un public peut être aussi différent. Et ça dépend des œuvres. J'ai récemment joué un concerto de Mozart avec le Stradivarius que je joue aussi en ce moment, et la sonorité avec le Stradivarius était plus lumineuse et ça parlait plus. Donc ça dépend aussi des répertoires. C'est ça qui est passionnant. Ça dépend des périodes de vie. Je pense qu'il y a des périodes où on peut si on a la chance de pouvoir choisir, on va être plus porté sur un instrument ou un autre. Et puis, il y a aussi les instruments modernes. Il y a des instruments modernes qui sonnent magnifiquement et qui peuvent être aussi des merveilleux instruments pour jouer des répertoires. Pourquoi autant de jeunes au Festival de Pâques? Oui, je pense que c'est évidemment parce que j'ai moi-même, ayant été jeune, vécu des moments magnifiques dans divers endroits, que ce soit très jeune au Festival des Arcs, l'Académie Festival des Arcs, où j'ai débuté le violon et où il y avait un foisonnement comme ça de jeunes musiciens, d'apprentis, je dirais, de stagiaires, d'élèves, et puis avec des jeunes solistes qui commençaient à jouer, et puis aussi des solistes plus aguerris. Donc j'ai vu ça très jeune, donc je l'ai vu de tout en bas. Après, je l'ai vécu au Festival de Verbier aussi, et puis au sein de l'Orchestre des jeunes de la Communauté européenne, l'Orchestre Gustave Mahler avec Abbado. Là, on était des jeunes avec des stars mondiales et on jouait dans des grandes salles, et puis je l'ai vécu dans divers endroits comme ça, et j'ai toujours considéré que les jeunes sont partie intégrante d'abord d'une énergie, d'une vitalité pour la musique qui est essentielle. Et puis je pense que comme j'ai eu moi-même la chance d'être porté par des gens plus âgés qui m'ont soutenu et qui m'ont fait confiance, c'est une évidence tout de suite, en tout cas au Festival de Pâques. C'était même labellisé avec ce concert Génération ATX. C'était une façon, c'était évident, même sans ce concert, il y aurait eu des jeunes de toute façon, mais je voulais absolument que ça soit labellisé pour que ça soit un marqueur important. Et je trouve que ça se développe de plus en plus et qu'on a de plus en plus de jeunes, notamment cette année, parce que c'est cette année Covid est terrible et que les jeunes ont d'autant plus besoin de support et de soutien. Il y a aussi une autre facette, c'est évidemment l'enseignement, c'est quelque chose de prioritaire et d'essentiel pour moi, parce que c'est une façon de transmettre et encore une fois de retransmettre ce que j'ai reçu moi de mes professeurs. C'est la même chose que quand on a un enfant. Quand on a un enfant, on ne se pose pas la question, on se dit pas tiens, et si je lui apprenais à parler? On apprend à parler à son enfant, on lui apprend à marcher. Donc c'est pareil quand on est un soliste d'un certain âge, dans le sens où quand on a appris des choses, eh ben, c'est une nécessité, je pense, de transmettre ce qu'on a reçu. Parfois on me dit mais c'est incroyable que vous ayez le temps. Et je dis non, c'est pas incroyable, c'est normal. C'est une mission tout à fait logique. Un musicien qui a appris doit transmettre. C'est même un devoir par rapport à la postérité et à ce que j'ai reçu de ma professeure Veda Reynolds, par exemple, qui était une élève de Flech, Zimbalist, Enesco et Galamian, qui sont les plus grands violonistes qui existaient de ce siècle. Et bien, de faire en sorte que ce que cette professeure m'a transmis puisse être vraiment véhiculé après aux nouvelles générations et pour que ça ne se perde pas. Parce que si tout d'un coup vous avez 3-4 personnes qui ont reçu cet enseignement mais qui ne le transmettent pas, alors ça se tarit. Et ça, c'est très dangereux. Oui, le premier concert est important, mais tout est important. Et ce que j'aime dans un festival, c'est cette espèce d'adrénaline permanente, d'énergie qui se dégage dans une période donnée. Donc c'est beaucoup plus condensé, si vous voulez, que quand vous avez une saison de concert. Où il peut se passer des choses merveilleuses, tout aussi merveilleuses. Mais là, le fait que c'est condensé, c'est comme une vitamine C qui serait beaucoup plus forte que si vous la prenez. Vous prenez une dose concentrée. Et donc d'avoir chaque jour un soliste, un orchestre, une formation différente, d'avoir des gens qui se croisent. Et malgré le fait qu'on est en captation cette année et qu'il n'y a pas de public,
même s'il est derrière son écran. Ici, cette ruche qu'est le Grand Théâtre, on a les rencontres entre musiciens, puisqu'on se croise, on écoute le concert de la veille, celui du lendemain. Et donc hier soir, il y avait des jeunes musiciens qui sont vraiment en devenir, de Génération X, qui avaient entendu la veille le concert de Kantorov et de Frédéric Guy, et qui sont partis ce matin. Aujourd'hui, on a William Christie avec son ensemble, et qui cohabite avec Pygmalion et Raphaël Pichon. Et donc tout ça, tous ces gens se croisent. Ils vont pas forcément s'écouter, même si la plupart du temps, en temps normal, ils s'écoutent. Mais en tout cas, il y a des échanges et il y a une façon d'appartenir à cette grande famille, à la fois du festival et des musiciens en général. Si je devais présenter le Festival de Pâques à quelqu'un qui ne le connaît pas, né en 2013 pendant la capitale européenne, la culture, et je dirais 15 jours de fête de la musique avec un foisonnement d'énergie, de talent, de reconnaissance de talent confirmés, de musiciens aussi à qui on rend hommage, avec une place pour le sacré, avec une place pour la musique d'aujourd'hui, et surtout cette mission d'excellence qui est en fait de faire toujours passer la musique en premier, quelle que soit la forme. Et surtout d'aller aussi l'amener dans des endroits et dans des territoires et on va à la maison de Gardanne chaque année, voilà, d'essayer d'amener cette même musique avec les mêmes interprètes qui sont des interprètes extraordinaires un peu partout, voilà, avec la radio, avec la télévision maintenant, avec les captations. Et finalement à la fin c'est essayer de faire rayonner cette musique en partant d'Aix et finalement on se rend compte que ça peut aller aujourd'hui jusqu'en Australie et on peut entendre le concert en live n'importe où et c'est une belle image. Moi j'ai une théorie très simple là-dessus. Ça fait 25 ans que je suis sur scène, j'ai 45 ans, j'en avais 20 quand j'ai commencé, et ça fait 25 ans qu'on me pose cette même question, qui est de savoir si le public, comment on fait pour renouveler le public. S'il y avait un réel problème, s'il y avait que des gens très âgés, ils seraient tous morts entre-temps, il n'y aurait plus de public. Ça fait 25 ans et les salles sont pleines. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Bien sûr que nous, on doit, interprètes, se poser des questions et se renouveler en permanence et essayer de nous adapter, mais ça me semble qu'on le fait, notamment ici à Aix-en-Provence, on essaie d'innover en permanence des formats nouveaux, des idées, d'aller vers le public, etc. Il y a une chose qui est plutôt positive, c'est que les artistes d'aujourd'hui, les stars classiques, je dirais, ou les personnalités qui ressortent, qui sont un peu plus connues du classique, me semblent plus abordables et plus simple d'une certaine façon et moins star justement qu'il y a une trentaine d'années où il y avait un côté un peu club privé où on n'accédait pas, on pouvait pas leur parler, il y avait beaucoup de secrets autour. J'ai l'impression que ça s'est un peu démocratisé dans le bon sens du terme. Alors attention dans ce cas-là à pas démocratiser dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus tomber dans l'excès de ce que j'appelle le populisme de la musique classique, c'est-à-dire de se mettre à faire n'importe quoi sous prétexte d'attirer du monde, parce que si on baisse de niveau pour attirer, pour achalander le chaland, je dirais, pour aller chercher. Ça, c'est une technique que je déteste. L'idée, c'est de rester toujours dans l'excellence et de jouer, de respecter la musique et de toujours la servir. Et de ne jamais s'en servir. Et donc, si on a cet esprit-là, on captera peut-être pas des millions de gens tout le temps, mais on renouvelle régulièrement et on fait que ce public, il est fidèle, il se transmet dans les familles. Et puis, je pense qu'on vient au classique pas forcément à 25 ans, on y vient peut-être quand on a un peu plus de temps. Quand on a peut-être, pour certains qui ne connaissent pas du tout la musique, ça vient peut-être à 40 ans, à 45 ans. C'est pas grave. Il faut aussi, bien sûr, aller dans les écoles, mais tout ça, ça se fait. Mais je pense qu'il ne faut pas être dans une sorte d'hystérie, de dire, mon Dieu, c'est terrible, on perd le public, les disques ne se vendent plus. Oui, il y a une crise du disque, mais il y a une crise du disque générale, c'est pas que le classique. C'est des changements d'habitude. Maintenant, on est dans le numérique. Donc, d'un autre côté, on n'a jamais autant écouté de la musique qu'aujourd'hui, puisqu'on en écoute sur les smartphones, etc. Donc, il faut aussi savoir vivre avec son temps. Et moi, je ne suis pas pessimiste. Je suis extrêmement lucide. Et j'essaye d'avancer avec mon temps. Ce qui motive un choix discographique, c'est toujours une sorte de force intérieure qui est un moment donné. C'est des disques de musique de film que j'ai réalisé il y a 3 ans maintenant, qui est sorti il y a 2 ans. C'était un souhait depuis de nombreuses années, parce que c'est de la musique que je trouve absolument magnifique. C'est de la musique classique et qui était un peu snobée, en tout cas en France. On avait l'idée de la musique de film, c'était un cran au-dessous de la musique classique. Et je voulais simplement
jouer cette musique avec la même passion que je joue Brahms ou Schubert. Et dans ce cas-là, quand on le fait en ce sens-là, mais pas comme un coup ou vouloir faire une sorte de chose, un ovni comme ça qui serait une provocation, bah, le public réagit. Et il a réagi positivement. C'est un disque qui s'est vendu à 100 000 exemplaires, ce qui prouve que c'est certainement beaucoup de gens qui ne sont pas des musiciens et qui ont peut-être peur d'acheter un disque Schubert ou Beethoven parce qu'ils ne savent pas. Eh ben, ils étaient peut-être rassurés d'aller acquérir ce disque et d'entendre cette musique-là. Donc, très bien. Et puis, le disque que je viens de sortir, qui est Elgar, alors c'est un concept complètement différent, parce que c'est une œuvre majeure du répertoire pour violon, qui est très peu connue et très peu jouée, même des musiciens classiques, très peu jouée en France, mais c'est une œuvre d'une beauté incroyable. Et ce qui m'a motivé, c'est la passion pour cette œuvre, comme j'avais une passion pour cette musique de film. Et chaque fois que j'enregistre un disque, c'est parce qu'il y a une volonté et un timing qui fait qu'à ce moment-là, j'ai envie de partager ça avec le public. Mais vous savez, un disque, c'est comme une prise de vue, c'est comme une photo d'un moment donné. Et si je refaisais un disque de musique de film demain, ça serait d'autres œuvres. Et si je réenregistrais le concerto de Elgar dans 5 ans, ça sera une autre façon de jouer. C'est ça qui est intéressant dans les interprètes, sachant que nous, interprètes, c'est pas comme un compositeur. Un compositeur, il va rester vraiment, les œuvres restent, elles se passent, on les joue différemment, etc. Un interprète, il ne fait que passer, et quand il disparaît, au revoir, hein, c'est terminé. Donc ça rend humble là aussi, vous savez, moi je suis très très lucide sur le fait que, je dis toujours à mes potes, le jour où on meurt, on a 2 lignes dans un quotidien régional, peut-être national, et puis on a une petite compile, si la maison de disque existe encore, avec un prix réduit en disant achetez l'intégrale machin, et puis c'est fini, et puis on passe à autre chose. Donc c'est quand vous savez ça, bah franchement, ça relativise un peu les choses. Ce qui ne veut pas dire que ça enlève de la passion. Moi, je suis un passionné total. Mais ça permet d'être... si vous voulez, quand moi je vois des gens qui se la racontent et qui sont en train de penser qu'ils ont inventé, qui se prennent pour Einstein de la musique, ça me fait rigoler. Je pense qu'il y a le vrai respect, ce qui ne veut pas dire que je ne respecte pas les interprètes. Je respecte éminemment les grands interprètes, les grands chefs d'orchestre. Mais je pense qu'on se doit d'être humble par rapport aux compositeurs qui, eux, inventent une chose qui va rester. Et dans 100 ans, on parlera de la pièce d'Élise Bertrand que j'ai jouée hier, mais on ne parlera pas de son interprète. On aura totalement oublié qui je suis, mais on parlera des œuvres qui ont été créées dans ce festival de Pâques. On dira, oui, on a créé cette œuvre de Wolfgang Grimm, on a créé cette pièce d'Élise Bertrand, on a joué cette pièce de Dutilleux, ça sera dans des archives. Alors on pourra, si on est un bibliothécaire, dire ah oui c'est machin qui jouait, c'est un tel qui jouait telle œuvre, ah oui c'était un violoniste ou un pianiste connu à l'époque, c'est drôle, il a complètement disparu. Il faut savoir ça. Si on a un tout petit peu de recul et qu'on regarde ce qui se passe il y a 50 ans, moi je vois mes élèves, quand je leur parle de certains éminents violonistes qui sont pourtant des violonistes incroyables comme Milstein ou Grumio, parfois ils ont à peine entendu le nom de ces interprètes. Donc ça fait vraiment réfléchir, ça remet les choses en place. Cette année, elle est terrible pour tout le monde, pour les musiciens en particulier, pour les artistes, parce qu'on est muselés en fait. Et moi, je défends cette idée quand on... souvent, on nous reproche, les artistes, on nous dit oui, mais vous êtes des enfants gâtés, il n'y a pas que vous dans la vie, arrêtez de vous plaindre, etc. La différence de quelqu'un qui va au travail et qui touche le chômage partiel, et qui fait un travail, et nous qui sommes des passionnés, qui faisons un travail qui est souvent lié à notre vie complète, c'est qu'en fait, le fait même de nous museler, de faire en sorte qu'on ne puisse pas rentrer sur scène, ça c'est personne qui fait ça contre nous, c'est le virus qui fait qu'on est empêché. Ça génère chez certains des troubles psychiques, chez certains c'est des souffrances qui vont jusqu'au suicide, pour certains. Donc c'est des grandes souffrances. Je pense que le public ne réalise pas à quel point l'acte d'entrer sur scène, c'est pas simplement on appuie sur un bouton et on sort un concerto et on revient se coucher et on continue le lendemain. On joue sa vie à chaque fois. Et il y a cette espèce d'action, d'adrénaline, de retomber ensuite et de moments sur scène, surtout avec le public, c'est une chose dont on a besoin. Donc il y a cette notion-là, il y a la notion évidemment, je dirais une notion, comment dire, financière, c'est-à-dire qu'il y a un moment il faut pouvoir payer son loyer, donc il y a beaucoup d'artistes qui ont souffert énormément aussi de ça. Et puis comment je vois la suite, eh ben, je la vois, j'espère que le vaccin va être efficace le plus vite possible pour qu'on puisse se remettre à avoir du public, qu'on se remette à jouer,
Je trouve qu'on est en retard sur tout dans notre pays, qu'on aurait pu tester beaucoup plus tôt. On sait pertinemment que c'est pas dans une salle, si on a une demi-jauge, c'est pas dans une salle qu'on va se contaminer. C'est une évidence. Maintenant, moi je respecte les décisions qui sont prises dans notre pays, mais ce qui me désole, c'est qu'on n'ait pas réussi à anticiper plus les choses. Ça fait 1 an exactement que tout est fermé, avec une petite exception l'été dernier jusqu'en septembre. Et depuis le mois d'octobre, on aurait pu anticiper ces tests et imaginer ce que pourrait être la suite. J'espère que l'issue va être rapide. J'ai malheureusement peur que ça soit plus long qu'on pense, parce que en attendant que tout le monde soit vacciné, que les variants ne se soient pas multipliés, et qu'on se rende compte que les vaccins ne soient pas utiles. Enfin, c'est une sorte de suite sans fin. Et si on attend simplement que ça rouvre, je pense qu'on va être déçu. Donc c'est pour ça que moi j'ai anticipé en permanence, j'ai essayé de monter des projets avec des jeunes, on a fait Nouveaux Horizons ici à Aix, j'ai monté des choses pour des jeunes, pour les aider, des actions qui ont été menées parfois 15 jours à l'avance, mais en permanence pour donner de l'énergie, donner de l'espoir, parce qu'il y a un manque total de perspective. Donc les jeunes, les moins jeunes, d'ailleurs des gens qui ont des carrières parfois qui sont brisées, bah, ils n'ont plus rien. Le téléphone qui sonne plus, mais qui sonne même plus pour les 3 prochaines années. Et là, vous êtes vraiment dans une situation de désespoir. Donc je pense que ce qui serait le plus important dans notre pays, c'est qu'on donne de la vision. On a la chance d'avoir un pays qui soutient quand même de façon générale, même s'il y a des trous dans la raquette, mais qui a soutenu les intermittents, qui a soutenu les institutions. Il manque un vrai soutien aux indépendants, qui tarde à venir, je trouve. Et au-delà de ça, il faudrait qu'on ait plus de vision, et ça je trouve ça manque cruellement.